J'ai mentionné la Chine, qui a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté en quelques décennies. C'est la plus grande transformation hors de la pauvreté dans l'histoire humaine. Cependant, il y a des parties du monde qui n'ont pas connu ce changement. Par exemple, la ville où j'ai grandi a été négligée pendant des décennies. Il est peu probable que les chaînes d'approvisionnement reviennent dans des villes américaines comme Baltimore et Flint, Michigan, ou dans des villes européennes. Maintenant, nous commençons à voir des problèmes similaires dans certaines parties de l'Asie et d'autres pays. Ainsi, bien que la mondialisation et les chaînes d'approvisionnement aient été bénéfiques à grande échelle, elles ont créé d'importants déséquilibres dans les avantages de l'offre et de la demande à travers différentes sociétés. Hello everybody, this is Pascal and today I got with me Bonjour à tous. Ici Pascal, et aujourd'hui je suis rejoint par le Dr Jack Buffington de l'Université de Denver, où il est professeur adjoint de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le professeur Buffington a récemment publié un livre fascinant intitulé « Réinventer la chaîne d'approvisionnement, un pacte du 21e siècle avec l'Amérique ». Sur 230 pages, il discute de la manière dont les chaînes d'approvisionnement modernes se connectent pour créer le monde physique des biens que nous voyons autour de nous. Il explique comment l'Amérique a perdu son leadership dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi cela s'est produit en même temps que l'industrialisation? Et ce que l'on peut attendre dans les mois et les années à venir dans cette nouvelle ère de mondialisation fracturée. Professeur Buffington, Jack, bienvenue dans l'émission. Merci Pascal, c'est agréable d'être ici. Eh bien, merci d'avoir pris le temps. J'ai vraiment apprécié la lecture de votre livre. Abordons peut-être la première question. Qu'est-ce exactement qu'une chaîne d'approvisionnement? Nous les tenons souvent pour acquises, mais elles sont cruciales, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une chaîne d'approvisionnement? they're not, right? What is a supply chain? Oui, dans son élément le plus fondamental, comme vous pourriez vous y attendre, les chaînes d'approvisionnement sont des systèmes conçus pour équilibrer l'offre et la demande. Comprendre cela est crucial, car pendant la majeure partie de l'histoire humaine, couvrant 6 à 8 000 ans, il y a toujours eu une pénurie d'offres et un excès de demande. Il n'y avait jamais assez de nourriture, ce qui a impacté la croissance économique et démographique. Puis, à la fin du 19e siècle, la prolifération et la croissance des combustibles fossiles se sont produites. Les combustibles fossiles, étant une source d'énergie dense, ont permis la production de masse et le transport de biens. Il a fallu quelques décennies, à travers des dépressions et des guerres, pour que la chaîne d'approvisionnement commercial commence réellement aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'offre était capable de répondre à la demande. En fait, l'offre dépassait même la demande. Cela a conduit à la création de la discipline connue sous le nom de marketing, qui encourageait les consommateurs à acheter plus pour correspondre à l'augmentation de l'offre. Par la suite, les chaînes d'approvisionnement se sont étendues en Europe et au Japon pendant le milieu et la fin du XXe siècle. Un changement significatif dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement s'est produit au début du XXIe siècle, lorsque la Chine, la nation la plus peuplée du monde, est entrée dans l'OMC. Ce développement a conduit à la formation d'une chaîne d'approvisionnement mondiale avec le potentiel de production partout dans le monde. Cette ère de mondialisation a duré environ 20 ans. Et puis, soudainement, nous avons commencé à observer une dégradation de la mondialisation et des chaînes d'approvisionnement pour plusieurs raisons. L'une est la géopolitique, qui est bien connue. La deuxième raison est liée à l'industrialisation de ces pays, entraînant un déclin démographique. Auparavant, les gens vivaient dans des zones rurales, mais maintenant,
tout le monde déménage vers les villes où élever des enfants coûte cher. Par conséquent, de grands pays comme la Chine, l'Allemagne, la Corée et le Japon connaissent des diminutions de population. Cette situation est l'opposé complet de ce que nous avons connu pendant la majeure partie de l'histoire humaine, où il n'y avait pas assez d'offres pour répondre à la demande. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème très récent, où il y a une abondance d'offres et une demande stagnante ou en baisse. Oui, et permettez-moi également de mentionner que vous m'avez contacté après avoir entendu mes commentaires sur la surproduction que Janet Yellen a critiqué en relation avec la Chine. Cela m'a semblé très étrange, et je pense que cela vous a également interpellé. J'aimerais approfondir ce sujet dans la seconde moitié de notre entretien et en discuter en détail. Mais d'abord, concentrons-nous sur votre livre. Je veux que tout le monde comprenne votre perspective. Surtout que la gestion de la chaîne d'approvisionnement est un sujet technique. Elle implique la manière dont divers biens sont déplacés et interconnectés pour former la réalité physique qui nous entoure, y compris tous les produits et objets brillants que nous apprécions. Pourriez-vous partager ce qui a suscité votre intérêt pour ce domaine et les principaux arguments de votre livre? And what are the main arguments of the book? Oui, ça peut être difficile à croire, mais mon intérêt et ma passion pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement ont commencé dès ma naissance. Je suis né à Baltimore, dans le Maryland, qui, si vous et vos téléspectateurs ne le savez pas, était l'un des principaux centres de l'industrialisation aux États-Unis. Baltimore possédait la plus grande aciérie, un grand chantier naval et était une ville portuaire très importante pendant l'industrialisation des États-Unis. J'ai grandi dans les années 70 et 80. Comme la plupart des gens qui vivaient à Baltimore et auraient pu déménager, ma famille l'a fait. Cependant, je passais tous les week-ends en ville car ma mère y travaillait et j'ai été témoin de la désindustrialisation de première main. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais je voyais la ville commencer à se dégrader. Cela a duré longtemps, et c'était vraiment perturbant, car je ne comprenais pas vraiment ce qu'était la chaîne d'approvisionnement. Je ne voulais pas travailler dans ce domaine au début, parce que ma famille avait perdu tous ses emplois ouvriers. Alors je suis allé à l'université, et j'ai intégré le monde du travail de bureau. Finalement, je suis revenu à la fabrication et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cela semblait presque être mon destin. J'avais cette histoire familiale de ce qui était arrivé à ma famille et à ma ville. Plus tard, j'ai commencé à gérer de grandes chaînes d'approvisionnement. En fait, je gérais la logistique pour la plus grande brasserie du monde. J'ai géré d'énormes installations et réalisé que la gestion de la chaîne d'approvisionnement est fondamentalement une question de résolution de problèmes. Comme toute entreprise, nous étions responsables de résoudre les problèmes pour nos actionnaires et nos consommateurs. Cela m'a fait réfléchir sur le déséquilibre mondial. Dans certaines parties du monde, la chaîne d'approvisionnement répond aux besoins des consommateurs et des actionnaires. Dans d'autres, elle stimule la croissance de la production et les améliorations sociétales. Par exemple, en Chine, 800 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté en seulement quelques décennies. Je veux dire, c'est la plus grande transformation hors de la pauvreté dans l'histoire de l'humanité. Cependant, il y a des parties du monde qui n'ont pas connu cela. Par exemple, la ville dont j'ai parlé où j'ai grandi a été négligée pendant des décennies. Il est peu probable que les chaînes d'approvisionnement reviennent dans des villes américaines comme Baltimore et Flint, Michigan, ou dans des villes européennes. Nous commençons à voir un négligement similaire dans certaines parties de l'Asie et d'autres pays également. Ainsi, bien que la mondialisation et les chaînes d'approvisionnement aient été bénéfiques d'un point de vue global, elles ont créé d'importants déséquilibres dans l'offre
la demande et les avantages sociétaux. Why is it that Pourquoi associez-vous l'industrialisation aux chaînes d'approvisionnement? Ou affirmez que l'industrialisation est une question de chaîne d'approvisionnement? Pour moi, l'industrialisation implique des décisions politiques de produire à l'étranger plutôt qu'au niveau national. Quel rapport cela a-t-il avec la chaîne d'approvisionnement? what's the supply chain doing there? Eh bien, c'est intéressant. Je pense que ça touche aux différences entre nos origines. Je perçois l'industrialisation comme un équilibrage de l'offre et de la demande. La croissance économique s'est historiquement développée grâce à un effet multiplicateur de l'industrialisation, où une production accrue a conduit à des améliorations de l'emploi, à des revenus plus élevés et à la création de demandes. Cela s'est produit au début du XXe siècle aux États-Unis, avec des exemples comme la Model T de Henry Ford. Oui, c'est une perspective keynésienne sur le fonctionnement de l'économie. Dans ce modèle, quel rôle la chaîne d'approvisionnement joue-t-elle dans la détermination du développement ou de la désindustrialisation d'un lieu? En effet, aux États-Unis, la situation a commencé avec la création d'une demande refoulée qui s'était accumulée pendant des décennies à la suite de 2 guerres mondiales et d'une dépression. Les États-Unis sont devenus une puissance industrielle qui a contribué de manière significative à la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Certains économistes pensaient qu'après la guerre, les États-Unis entreraient dans une grande dépression car la production avait été orientée vers l'effort de guerre plutôt que vers les industries domestiques. Cependant, il y a eu un changement vers une chaîne d'approvisionnement basée sur la consommation, qui est le modèle qui existe encore aujourd'hui aux États-Unis. Ce modèle a été très réussi au milieu du XXe siècle, jusqu'à ce que des déséquilibres surviennent en raison de la mondialisation et que des emplois soient délocalisés vers des pays où les coûts de production étaient plus bas. L'un des schémas récurrents que nous observons à mesure que les pays se développent est leur transition d'un modèle de croissance axé sur l'exportation vers un modèle de croissance tiré par la consommation. Initialement, ces pays tirent parti de leur main-d'œuvre bon marché pour exporter des biens et bénéficier économiquement. À mesure qu'ils développent leur classe moyenne, l'accent est mis sur un modèle tiré par la consommation, où les consommateurs locaux peuvent soutenir la demande de produits fabriqués localement. Cette transition n'est pas uniforme dans tous les pays et est influencée par divers facteurs. Mais le passage d'une croissance tirée par l'exportation à une croissance tirée par la consommation est une tendance commune. La question se pose alors, la chaîne d'approvisionnement doit-elle s'adapter à ce changement? Non, la chaîne d'approvisionnement n'a pas à s'adapter parce que ces entreprises ont initialement commencé dans un pays spécifique, puis sont devenues multinationales, sans posséder de souveraineté. Les grandes entreprises voient le monde comme un schéma d'optimisation. Le défi dans n'importe quel pays est d'équilibrer l'offre et la demande. Si vous ne les équilibrez pas correctement, vous ne créerez pas l'effet multiplicateur économique. Je vois. Mais avez-vous un exemple de modèle d'offre et de demande mal géré, un exemple historique? Oui, je discutais de la manière dont la dégradation des chaînes d'approvisionnement, qui se développent depuis des décennies, reflète un système mal équilibré. Cet déséquilibre signifie que l'ensemble du processus de production n'est pas optimisé pour l'efficacité. Avec une main-d'œuvre mondiale et des transports peu coûteux, ne coûtant qu'environ 70 centimes pour expédier une paire de gants du Bangladesh aux États-Unis, les grandes entreprises multinationales n'ont pas eu besoin de se concentrer sur l'optimisation.
elles pouvaient compter sur la main-d'œuvre bon marché et une logistique efficace à la place. Par conséquent, ces entreprises, qui devraient prioriser l'efficacité et l'optimisation, les principes fondamentaux de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, doivent prendre des décisions plus simples pour délocaliser les opérations vers d'autres pays où la main-d'œuvre est abondante et bon marché. Mais en même temps, il y a une tendance de la part de ces grandes entreprises à essayer de contrôler autant que possible toute la chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas? Des normes du droit du travail dans les pays à main-d'œuvre bon marché, au prix auquel tout est vendu dans un pays, n'est-ce pas? Est-ce correct? Non. Le meilleur exemple pourrait être les grandes entreprises de vêtements. Ces entreprises, qui produisent des articles comme des jeans et des chaussures, ne contrôlent ni ne comprennent pleinement leur chaîne d'approvisionnement. Un exemple récent du point de vue de la mondialisation s'est produit il y a environ 4 ou 5 mois. Le Bangladesh, l'un des plus grands producteurs de vêtements, a connu un événement significatif lorsque ses travailleurs se sont mis en grève et le gouvernement est intervenu pour arrêter la grève. Les gens pourraient blâmer le gouvernement pour son intervention dans la grève plutôt que des entreprises comme Nike et autres fabricants de vêtements. Cependant, c'était en réalité le gouvernement qui tentait de préserver des emplois qui pourraient autrement être délocalisés dans un autre pays, comme l'Équateur, si les salaires au Bangladesh étaient augmentés. La réalité est que les fabricants de vêtements, dont nous portons les produits, ne contrôlent pas toute la chaîne d'approvisionnement. En fait, il existe des divisions importantes entre ces fabricants et les entreprises qui produisent les vêtements, les chaussures ou les appareils électroniques. Les forces du marché incitent les gouvernements des pays à main-d'œuvre bon marché à maintenir des salaires bas, même si cela peut nuire à leur main-d'œuvre locale. Exactement. Et pour citer Janet Yellen, puisque vous l'avez déjà mentionné, elle décrit cela comme une course vers le bas. Il y a toujours des pays disponibles, car avec 8 milliards de personnes sur la planète, il y a quelques centaines de millions de travailleurs disponibles. Par exemple, si les salaires en Chine commencent à augmenter, il est facile pour les chaînes d'approvisionnement de déplacer la production de biens de commodité vers un autre pays. Il en va de même pour les lois environnementales. Par exemple, il y a un importateur de sacs à dos aux États-Unis qui parlait à un fabricant en Inde, parce que les lois sur le travail dans l'un des pays avec lesquels il faisait affaire devenaient assez compliquées. Lorsqu'ils ont discuté de la fabrication de sacs à dos pour les États-Unis avec l'Inde, le fabricant s'est demandé pourquoi il devrait se donner la peine alors qu'il pourrait simplement vendre les produits sur le marché domestique sans se soucier des lois environnementales et d'autres réglementations. Cela met en lumière un décalage entre les fabricants et les fournisseurs, qui se concentrent principalement sur la recherche des méthodes de production les moins chères, souvent au détriment des normes environnementales. Ce défi est exacerbé par l'immensité de la chaîne d'approvisionnement, où tout semble permis. Oui, c'est une discussion importante pour comprendre comment améliorer les économies. L'argument selon lequel l'augmentation des salaires poussera les entreprises à se délocaliser est une vieille tactique utilisée pour supprimer la croissance des salaires. Les syndicats mènent campagne contre cela, arguant que nous ne devons pas accepter ce raisonnement, car il nous enferme dans une spirale descendante. Nous devons appliquer correctement les lois du travail et améliorer progressivement le bien-être de la population. Le bien-être devrait être priorisé par rapport à l'offre du marché. Dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement,
les entreprises surveillent de près ces facteurs pour prendre des décisions commerciales éclairées. Right, in order to make then these business decisions. Eh bien, cela dépend de ce que leurs consommateurs demandent. Il y a des situations où certaines entreprises de vêtements recherchent des certifications de certaines normes environnementales ou lois du travail. Cependant, en réalité, la plupart des consommateurs ne prêtent pas vraiment attention à ces questions. Il y a une dissonance cognitive lorsque nous pensons aux problèmes liés aux lois du travail et aux normes environnementales. Cela nous dérange. Mais la plupart des consommateurs si leur pauvre masse affecte leur d'achat de biens. Oui, et au début des années 2000, Thomas Friedman a écrit un livre célèbre intitulé « La Terre est plate ». Dans votre livre, vous soutenez que le monde n'est pas du tout plat. Il est pointu. Pourriez-vous expliquer ce que Friedman entend par un monde plat et pourquoi vous pensez que nous ne devrions pas le voir de cette manière? Oui, je pense que les données des 20 dernières années montrent que la croissance économique a été en hausse. En fait, rien qu'aux États-Unis, les coûts et les avantages du point de vue des consommateurs ont été magnifiques, surtout quand on considère le coût des appareils électroniques au cours de ces années. Cependant, si vous analysez les salaires entre les travailleurs manuels et les cols blancs, vous verrez que les salaires des cols bleus sont restés stables ou ont diminué, tandis que ceux des cols blancs ont augmenté. Cette tendance est propre aux États-Unis. Lorsque vous regardez les avantages qui se sont produits dans d'autres pays, vous ne voyez pas ce qui conduirait à cet effet multiplicateur, qui est un équilibre constant entre l'offre et la demande. Vous ne pouvez pas créer l'effet multiplicateur si certaines parties de la population ne bénéficient pas économiquement. Les données montrent clairement que la croissance économique ne résout pas les déséquilibres entre l'offre et la demande. Dans votre livre, vous écrivez que les chaînes d'approvisionnement peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la société, selon leur gestion. Vous affirmez, dans le pire des cas, les chaînes d'approvisionnement ont favorisé une mentalité à somme nulle à travers la planète, contribuant à une mondialisation inégale. Cela a conduit à la désindustrialisation des centres-villes et des villes rurales, laissant des communautés entières pour compte et marchandisant le rôle du travail dans le processus de production. Pourriez-vous expliquer comment la gestion de la chaîne d'approvisionnement peut être mise en œuvre pour conduire à une société plus juste et plus équitable, à la fois au sein d'une économie et entre différentes économies? Within an economy and across economies. Oui. Eh bien, l'un de mes économistes préférés est Adam Smith. Le problème avec Adam Smith, c'est qu'il est souvent mal cité. Quand je considère les chaînes d'approvisionnement actuelles, elles me semblent trop vastes, car on ne peut pas créer des avantages sur l'ensemble d'un pays, encore moins dans le monde entier. Ce que nous devons faire, c'est les examiner communauté par communauté. De cette manière, nous pouvons créer les effets multiplicateurs qui se sont produits dans certaines régions au cours des 200 dernières années. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une technologie qui permet ce changement. Au cours des 2 derniers siècles, la technologie a propulsé la mondialisation, s'étendant sans cesse vers l'extérieur. Cependant, nous avons épuisé cette possibilité. Il n'y a plus d'autre endroit où s'étendre en termes de croissance économique. La seule direction pour l'expansion est vers l'intérieur, en se concentrant sur une base communautaire. Il est important de noter que certaines personnes avec qui j'ai parlé ont mentionné que les chaînes d'approvisionnement basées sur la communauté, qui entraînent un effet multiplicateur dans la communauté, représentent un concept purement capitaliste et non socialiste. Pouvez-vous expliquer cela?
Dans votre livre, vous discutez du concept de chaîne d'approvisionnement basé sur la communauté. À quoi cela ressemblerait-il? What would that look like? Okay, so a good example is what happened in the beginning of D'accord. industrialization. Un bon exemple est ce qui s'est passé au début de l'industrialisation. Les usines ne pouvaient être efficaces que lorsque des services publics tels que l'électricité, l'eau et les routes étaient établis. Le public a investi dans les infrastructures pour développer l'économie. En considérant cela d'un point de vue du XXe siècle, comment pouvons-nous l'appliquer au XXIe siècle? Nous pouvons permettre des technologies comme l'impression 3D, la blockchain et l'intelligence artificielle. Si des infrastructures publiques étaient établies dans des endroits comme ma ville natale de Baltimore ou Flint, Michigan, des zones où les entreprises hésitent à investir, cela permettrait aux individus et aux entrepreneurs d'innover et d'accroître la demande et l'offre au sein de ces communautés sans avoir à concurrencer de grandes chaînes d'approvisionnement. Oui, c'est la vieille discussion sur l'investissement dans les infrastructures et si cela devrait être entrepris par l'État ou des entités privées. Le fait est que certains projets d'infrastructures sont tellement massifs que même les capitalistes de risque ne peuvent pas couvrir les coûts seuls. Par exemple, les chemins de fer à travers l'Amérique n'auraient pas pu être construits sans qu'il s'agisse d'un projet national soutenu par un financement substantiel. Cet investissement crée une demande globale et conduit au développement d'infrastructures qui soutiennent des projets secondaires et tertiaires. Tout cela revient à l'investissement public dans les infrastructures publiques par l'État. Investment into public infrastructure by the state. Yeah, that's exactly right. And the other thing that it does Oui, is c'est tout à fait juste. Cela permet également de ramener l'innovation capitaliste aux innovateurs des communautés, plutôt que de profiter aux grandes multinationales qui dominent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Je travaille pour une grande entreprise, donc je comprends leurs objectifs. Cependant, elles évincent les petits innovateurs qui n'ont pas les moyens financiers de concurrencer ces grandes chaînes d'approvisionnement. Ainsi, cela redonne du pouvoir aux individus et aux communautés qui en manquent actuellement. Pensez-vous que surtout pour les États-Unis, cela nécessiterait un changement de mentalité ou un changement politique? Ou tout est-il déjà en place pour avancer vers davantage d'investissements en infrastructures sur le plan politique? C'est une excellente question. Cela se résume vraiment au débat sur le capitalisme. Je crois que l'un des meilleurs aspects du capitalisme, surtout aux États-Unis, est qu'il agit comme un grand égalisateur. Quiconque ayant une excellente idée et travaillant dur peut concourir. Cependant, le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans nos chaînes d'approvisionnement, tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale, est que nous gagnons principalement grâce aux économies d'échelle. Les États-Unis sont une économie basée sur l'innovation. Dans mon livre, je compare les États-Unis à la Chine. Ce modèle ne fonctionnerait pas très bien en Chine, car il n'est pas axé sur l'innovation individuelle, mais sur un capitalisme sponsorisé par l'État. Je pense donc qu'un autre avantage pour les États-Unis, et en fait pour l'Europe également, est de s'attaquer au fossé numérique grandissant entre les travailleurs col bleu et col blanc. À chaque élection présidentielle, nous discutons du retour des emplois aux États-Unis. Nous ramenons effectivement la fabrication, mais elle est centrée autour des chaînes d'approvisionnement numérique et de l'automatisation. La bonne nouvelle, c'est que cela va créer des emplois. La mauvaise nouvelle, c'est que plus de la moitié de la population reste à l'extérieur de ce changement. Ainsi, si nous réimaginons les chaînes d'approvisionnement et la fabrication et rééduquons les gens, nous pouvons établir un parallèle avec la révolution industrielle lorsque nous devions apprendre aux immigrants à lire et à écrire.
We need to have that same education. Nous devons fournir le même niveau d'éducation pour combler ce fossé numérique et intégrer les anciens travailleurs col bleu dans la nouvelle économie. Si nous y parvenons, il n'y a pas de meilleur endroit pour que cela se produise qu'aux États-Unis. La bonne nouvelle est que nous pouvons le faire une communauté à la fois, et cela serait interconnecté comme l'Internet. L'Internet n'est pas un seul site web massif. Il est composé de nombreux clusters connectés globalement. Une communauté pourrait développer une chaîne d'approvisionnement numérique axée sur la santé, tandis qu'une autre pourrait se concentrer sur un secteur différent. De cette manière, nous pouvons nous connecter globalement, permettant à la fois l'expansion à grande échelle et l'autonomisation de chaque communauté individuelle. And you're also enabling individuals and communities. Et vous savez, sur cette chaîne, je critique souvent les États-Unis. Mais je dois dire que vous avez tout à fait raison. Les EU sont une économie fantastique, basée sur l'innovation. J'adore mon iPhone, j'adore mon Mac. Les États-Unis ont toujours été à la pointe de l'innovation depuis maintenant 200 ans. On oublie facilement que les États-Unis étaient à l'avant-garde du développement des chemins de fer. Puis à un moment donné, ils ont décidé de ne plus poursuivre dans cette voie. Mais tout le monde était heureux de reprendre le flambeau. Les Européens étaient très heureux de le reprendre. Et donc, ce que vous prévoyez, c'est ce passage au domaine numérique, et peut-être que ce sera le prochain point d'innovation pour les EU, avec les chaînes d'approvisionnement numériques et les biens numériques. For the US of digital supply chains and digital goods. Well, what I'm saying to you, Pascal, is it's our only Eh bien, ce que je te dis, Pascal, c'est que c'est notre seule option. Si tu réfléchis à l'évolution de ces chaînes d'approvisionnement mondiales, nous observons des fractures aux États-Unis, en Europe et en Asie, où l'inégalité des revenus augmente. La révolution industrielle a permis la croissance de la classe moyenne. Soudain, ce n'étaient plus seulement les riches et les ouvriers d'usine. La classe moyenne s'est développée à travers la planète. Maintenant, nous assistons à un déclin de la classe moyenne. La manière dont ces grandes chaînes d'approvisionnement fonctionnent, et je le sais en tant que gestionnaire d'entreprise, c'est que tu crois grâce aux économies d'échelle. Tu progresses grâce à un modèle financier qui aujourd'hui ne fonctionne pas pour créer l'égalité. L'égalité ne peut pas être créée par le socialisme, elle doit être créée par le capitalisme. Ainsi, le capitalisme doit revenir à se concentrer sur les individus et les communautés. which is focus on individuals and communities. Une forme de capitalisme contrôlé socialement qui nous faut détruire continue de des avantages pour For everybody. Exactly, right. And so Tout à fait juste. Le rôle du gouvernement est de favoriser la concurrence et de soutenir les travailleurs et les communautés, et pas seulement les actionnaires et les consommateurs. Ce modèle, comme nous le voyons, touche à sa fin. eventually what we're seeing is coming to an end.